Alors, si vous avez une huile de mauvaise qualité ou qui est mal utilisée, ça va créer de l'inflammation, de l'oxydation dans le corps. Et ça peut participer à créer des problèmes digestifs, évidemment, mais aussi des douleurs articulaires, des migraines, des problèmes de peau, des insomnies, de la fatigue, une humeur qui est changeante, bref, plein de problèmes de santé différents qui seraient liés à de l'inflammation, à de l'oxydation. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons Digestion, dans lequel on va parler d'un sujet plutôt nutrition cette fois-ci, avec une question qu'on me pose souvent, à savoir quelle huile on peut utiliser en cuisine, quelle est la meilleure huile pour la cuisson, etc. Donc j'ai décidé d'en faire un épisode pour clarifier un peu tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même rappeler, et ça ne fait pas de mal de rappeler, que le gras, les matières grasses, les lipides, les acides gras, c'est la même chose, sont vraiment bons pour la santé et ils sont même indispensables au bon fonctionnement de notre corps. Je le rappelle parce que ça fait des décennies, alors moins maintenant, heureusement, on commence à se rendre compte que ce n'est pas le cas, mais pendant des décennies, on a eu ce discours régime de il faut pas manger gras, le gras c'est mauvais pour la santé, le gras ça fait grossir, donc y compris pour le poids, mais aussi pour la santé cardiovasculaire. On a beaucoup tapé sur le gras en disant voilà, il faut manger le moins de gras possible. On a vu plein de produits 0% se développer, être commercialisés. Et malheureusement, ça a marqué les esprits. Donc, encore beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que c'est mieux de ne pas manger du tout de gras et ont peur de manger du gras par peur de grossir, justement, ou d'avoir un AVC, des problèmes cardiovasculaires. Donc, je le répète, les matières grasses sont nécessaires au bon fonctionnement de notre corps puisqu'elles nous aident à fabriquer nos hormones, notre cortisol, qui est une hormone aussi. Le cortisol, c'est pas que l'hormone du stress, on appelle ça l'hormone du stress, mais il nous faut du cortisol dans la journée pour avoir de l'énergie. Et c'est aussi à partir des matières grasses qu'on va pouvoir créer et régénérer la gaine de myéline. C'est cette gaine qui protège nos nerfs. Donc, pour avoir un système nerveux fonctionnel, équilibré, il faut aussi assez de matières grasses. Et la paroi de nos cellules est très riche en lipides, en matières grasses. Donc, il en faut pour avoir une paroi cellulaire qui est saine, qui est bien fluide, une membrane qui est bien fluide et qui permet aux nutriments qui vont rentrer dans la cellule d'effectivement rentrer. Si la paroi de la cellule n'est pas assez fluide, elle est trop rigide, les nutriments vont avoir du mal à rentrer. Tout ça se fait grâce à des matières grasses, à un bon apport en matières grasses et des membranes cellulaires qui sont saines. Et là, je viens de parler de la membrane cellulaire pour avoir une bonne fluidité, une bonne souplesse au niveau de la membrane cellulaire, mais c'est valable pour toutes les muqueuses. Donc, les matières grasses vont aider à nourrir les muqueuses, à assouplir les muqueuses, y compris la peau. Donc, quand on a une peau trop sèche, parfois, ça peut être aussi parce qu'on n'a pas un apport suffisant en matières grasses. Et deuxième rappel qui ne fait pas de mal non plus, c'est de rappeler qu'on est tous différents. Je le dis souvent, mais je vois encore trop de personnes qui cherchent le régime miracle qui fonctionnerait pour tout le monde, comme s'il existait un régime unique qui serait la panacée pour tout le monde. Et je vois encore malheureusement trop de personnes sur les réseaux, sur Internet, qui vantent un régime en particulier. Alors mettez le nom que vous voulez derrière, régime cétogène, carnivore, vegan, frugivore, ce que vous voulez, mais qui vantent en tout cas un type de régime qui serait le bon pour tout le monde. Ça, c'est n'importe quoi, parce qu'en fait, on est tous différents et on a tous une génétique qui est différente. Aujourd'hui, de plus en plus, on peut analyser notre génétique, nos marqueurs génétiques. Et là, en l'occurrence, on parle des matières grasses. Donc, c'est intéressant dans ce cas-là de connaître votre génotype ApoE. Donc, si vous en avez entendu parler, voilà, je le mentionne. Sinon, ce sera pour un autre épisode. Mais ce génotype-là, selon que vous êtes plutôt ApoE 2, alors il y a 2, 3, 4, on a deux types à chaque fois, bref, c'est un peu plus complexe que ça, mais si vous tendez vers le ApoE 2, votre corps va beaucoup mieux fonctionner avec plus de lipides et moins de glucides. Si vous tendez plus vers le ApoE 4, ça va être l'inverse. Vous allez avoir un peu plus de glucides et un peu moins de lipides par rapport à la moyenne. Donc voilà, c'est à personnaliser. Ça, c'est un
un sujet qui est très intéressant et de plus en plus, on peut personnaliser l'alimentation en fonction de cette génétique. Maintenant, la génétique ne fait pas tout, il y a une base, hein, quand même qui reste, valable, mais si on va aller dans le détail, c'est intéressant de connaître son génotype et de savoir exactement ce qui nous convient à nous. Encore une fois, pas de régime miracle pour tout le monde. Voilà, parenthèse fermée au niveau de l'introduction avec ces 2 petites précisions. Maintenant, pourquoi c'est important de faire attention aux huiles qu'on utilise? Parce que vous pourriez me dire: «Bon, bah, OK, moi je mange déjà, des aliments bio, je fais attention, je cuisine maison et cetera. Bon, est-ce que l'huile vraiment, ça a vraiment de l'importance?» L'huile, c'est comme n'importe quel autre aliment, c'est un aliment qui va apporter une information au corps. Comme tout autre aliment, si on a un aliment de mauvaise qualité, ça va apporter une information négative au corps, ça va déséquilibrer le bon fonctionnement du corps. Si on a un aliment de qualité, bah, ça apporte une information positive et ça aide le corps à bien fonctionner, à faire son travail, correctement. Alors, si vous avez une huile de mauvaise qualité ou qui est mal utilisée, ça va créer de l'inflammation, de l'oxydation dans le corps et ça peut participer à créer, bah, des problèmes digestifs évidemment, mais aussi des douleurs articulaires, des migraines, des problèmes de peau, des insomnies, de la fatigue, une humeur qui est changeante, bref, plein de problèmes de santé différents qui seraient liés à de l'inflammation, à de l'oxydation. Et si vous utilisez des huiles de mauvaise qualité trop fréquemment ou que vous les utilisez mal en cuisine ou vous les stockez pas de la bonne façon, tout ça, ça peut être aussi cancérigène. Alors c'est important, comme n'importe quel autre aliment, de choisir une huile ou des huiles de qualité, de faire attention aux huiles qu'on utilise, de savoir comment les utiliser. Bref, c'est vraiment l'objet de cet épisode. Maintenant, je vais vous parler des différentes huiles qu'on peut utiliser en cuisine et en tout cas celles qui sont le plus utilisées. Et puis, je vous parlerai dans un deuxième temps de la cuisson spécifiquement. Alors la première huile dont je voulais vous parler, c'est mon huile préférée, c'est vraiment celle que j'utilise pour tout pratiquement, c'est l'huile d'olive. J'en fais une très grande consommation à l'année. C'est l'huile, vous allez voir, qui est très polyvalente. Alors toutes les qualités ne se valent pas, donc je vais faire quelques précisions par rapport à ça. Et c'est aussi, l'huile finalement dont on n'a pas fini d'entendre parler, je pense, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur l'huile d'olive, sur ses bienfaits, sur son utilisation aussi, puisque vous allez voir que en cuisine, l'utilisation qu'on faisait de l'huile d'olive ou qu'on pensait devoir faire de l'huile d'olive il y a quelques années n'est plus exactement vraie aujourd'hui. Donc je vais vous en parler un peu plus tard dans l'épisode. Et c'est une huile qui est très riche en oméga 9. Ce sont des acides gras monoinsaturés et l'huile d'olive contient peu d'acides gras polyinsaturés. C'est un peu technique, mais je le précise parce que ça va avoir de l'importance plus tard. Alors c'est vraiment l'huile d'olive, comme je disais, vous comprenez mon amour pour l'huile d'olive. J'ai pas de part, hein, dans des entreprises qui produisent de l'huile d'olive, mais c'est l'huile que je recommande si vous voulez une version minimaliste des huiles en cuisine. Vous vous dites: «Ben, moi j'ai envie d'avoir, une huile, pas 15 huiles différentes et cetera». Là, vraiment, avec l'huile d'olive, vous pouvez pas vous tromper si vous prenez la bonne qualité, la bonne version d'huile d'olive. Celle qui a montré ses bienfaits dans les études, c'est l'huile d'olive extra vierge bio. Les autres, il existe aussi de l'huile d'olive vierge, de l'huile d'olive raffinée, de l'huile de grignon d'olive. C'est un peu comme la deuxième extraction de l'huile. En fait, on va utiliser ce qui a déjà été broyé pour refaire de l'huile. Bref, toutes ces qualités-là, ne se valent pas du tout et ne sont pas du tout à la hauteur de l'huile d'olive vierge extra bio. C'est vraiment celle que je vous recommande de prendre parce que c'est pas ma c'est pas ma recommandation personnelle, c'est parce que vraiment dans les études, il y a eu des différences qui ont été montrées entre ces différentes qualités d'huile d'olive. Donc tant que c'est pas marqué huile d'olive extra vierge bio, vraiment, c'est que ce n'est pas cette qualité-là et qu'elle ne va pas vous apporter tous les bienfaits de l'huile d'olive. Presque j'aurais pu m'arrêter là dans l'épisode. Merci, au revoir, c'est terminé. Tellement l'huile d'olive est intéressante, elle est polyvalente. Bref, c'est vraiment, vous l'aurez compris, l'huile que j'adore. Mais je vais quand même vous détailler les autres huiles qui sont très intéressantes aussi et surtout si vous voulez varier les utilisations, vous voulez avoir plusieurs huiles, vous posez des questions sur, est-ce que je peux utiliser telle huile pour la cuisson et cetera. On va voir tout ça. Petite précision aussi avant, qui est valable pour l'huile d'olive, mais pour toutes les huiles, n'achetez pas des huiles dans des bouteilles en plastique. C'est vraiment une catastrophe puisque le plastique est liposoluble, c'est-à-dire que les microparticules de plastique vont se transférer facilement dans des matières grasses. Donc, si vous achetez de l'huile dans une bouteille en plastique, vous êtes sûr pratiquement de consommer des microparticules de plastique. Donc, désolé, mais toutes les marques de supermarchés vraiment bas de gamme qui sont en plastique, vraiment fuyez-les. Et outre la bouteille en plastique, c'est important aussi de ne pas exposer l'huile et la bouteille d'huile
à la lumière ni à la chaleur, de bien refermer le bouchon parce qu'il peut y avoir 3 manières dont une huile va s'oxyder. C'est au contact de la lumière, de la chaleur et de l'oxygène. C'est pour ça que c'est important de garder ces bouteilles d'huile dans un placard fermé et même de les acheter dans des bouteilles qui sont en verre teinté, pas verre transparent, pour, être sûr qu'on limite l'oxydation. Si à tout moment, quand vous ouvrez la bouteille, vous sentez qu'il y a une odeur qui n'est plus la même, qui est rance un peu, c'est vraiment que l'huile n'est plus bonne et là, ne l'utilisez pas puisque ça va avoir un effet, inverse. Vous allez, consommer une huile qui est pro-oxydante, pro-inflammatoire. Alors là, il y a vraiment aucun intérêt à la consommer. Et ce qui est très intéressant avec l'huile d'olive, c'est là toute sa magie, j'ai envie de dire, c'est sa teneur en polyphénol. Les polyphénols, c'est ces composés qu'on retrouve dans les plantes qui sont antioxydants, anti-inflammatoires. On sait aussi aujourd'hui que les polyphénols nourrissent le microbiote et ils ont un effet protecteur contre le cancer. Ils vont aider notamment à équilibrer la glycémie. Ils vont booster aussi nos mitochondries, c'est ces petites usines qu'on trouve dans nos cellules et qui produisent de l'énergie. Ils ont aussi, les polyphénols ont aussi un effet protecteur au niveau cérébral, au niveau cardiovasculaire. Bref, c'est vraiment des composés miraculeux dont pareil, on n'a pas fini d'entendre parler, je pense. Et l'huile d'olive est donc très riche en polyphénol. Et plus vous avez une huile d'olive qui est verte et qui a un petit peu ce goût piquant, amer, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà goûté, mais il y a certaines huiles où on a l'impression de presque d'avoir un peu de poivre avec. Et ça, c'est des huiles qui sont très riches en polyphénol, justement. Donc, plus vous allez avoir des huiles vertes, un peu piquantes et amères, plus elles seront riches en polyphénol. Maintenant, il faut aimer ce goût-là aussi. Donc, ça peut être aussi des huiles, quand elles sont très vertes, que vous pouvez utiliser comme des compléments alimentaires. Vous en utilisez un petit peu et si vous aimez pas spécialement le goût, bon, vous utilisez des huiles qui sont un peu moins vertes, un peu moins piquantes, un peu moins amères, qui seront quand même très intéressantes au niveau de la santé, mais qui contiendront un petit peu moins de polyphénol. Et comme je vous le disais, donc vous l'aurez compris, c'est mon huile vraiment, favorite. J'en consomme pas mal à l'année et je vais l'acheter une fois par an à l'automne quand les olives sont récoltées, quand on fait la production d'huile d'olive de l'année. Je vais acheter, en bidon 12 à 15 litres, d'huile d'olive pour l'année. Alors je précise qu'on est 2 quand même, mais voilà, j'en fais quand même une grande consommation. Voilà, pour l'huile d'olive. Maintenant, l'huile de coco, c'est une huile qui est beaucoup utilisée en cuisine depuis quelques années, comme alternative au beurre notamment, parce que c'est aussi un acide gras saturé, donc il est très stable à la cuisson. Je vais en parler un peu après. Mais comme c'est un acide gras saturé, déjà, ça convient pas forcément à tout le monde. Alors, on a besoin d'acides gras saturés dans notre alimentation, mais pas en aussi grande quantité que les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. Et comme je vous le disais, on est tous différents, donc en fonction de notre génétique, certains vont pouvoir tolérer un petit peu plus de graisses saturées que d'autres. Et je trouve que l'huile de coco se prête très bien pour faire des desserts. Maintenant, ça donne quand même un goût un peu au plat, ça donne une connotation sucrée, donc il faut aimer et je trouve que ça se marie pas forcément, avec tout. Troisième huile, c'est l'huile de cameline. C'est une huile qui est riche en oméga 3 végétaux et donc comme il y a des oméga 3, elle ne doit pas être chauffée puisque les oméga 3 se dénaturent très vite au contact de la chaleur et vous pouvez vous en servir comme assaisonnement, mettre sur des plats, soit des plats chauds mais après cuisson, soit sur des salades. Et c'est une huile qu'on retrouve beaucoup dans des mélanges d'huile en magasin bio ou en ligne, par exemple. C'est une huile qui est aussi très riche en vitamine E. C'est un antioxydant très intéressant, mais d'autant plus en été, puisque on s'expose davantage aux radicaux libres des rayons UV du soleil. Alors en été, ça peut consommer un petit peu plus d'huile de cameline, ça peut nous permettre de protéger un peu mieux la peau du photovieillissement. Les quatrième, cinquième et sixième huiles, c'est l'huile de noix, l'huile de chanvre et l'huile de lin. Alors, je les ai regroupées parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Elles ressemblent aussi à l'utilisation de l'huile de cameline, puisque c'est 3 huiles qui sont très riches en oméga 3 végétaux. Alors, elles ne doivent pas être chauffées. Elles peuvent être utilisées uniquement en assaisonnement et surtout l'huile de lin qui s'oxyde très vite. Alors, si vous voulez consommer absolument de l'huile de lin, vous pouvez en acheter, mais en bouteilles teintées, en petite quantité, puisqu'il faut les consommer sous maximum 3 mois. Parfois, certaines personnes disent même moins. En tout cas, si vous sentez que l'odeur a tourné et qu'elle est rance, ne la consommez pas. Elle ne doit absolument pas être chauffée et être stockée au frigo dans une bouteille en verre teintée. Ces 4 huiles dont je viens de parler, cameline, noix, chanvre et lin, elles sont très intéressantes à consommer puisqu'elles contiennent des oméga 3 végétaux qui sont très complémentaires aux oméga 3 animaux qu'on trouve dans les petits poissons gras. Maintenant, pour éviter d'avoir 15 huiles ouvertes, au frigo et qu'elles s'oxydent et cetera, le plus simple, c'est quand même de les consommer dans un mélange d'huile que vous achetez déjà tout fait, comme je disais, en magasin bio ou en ligne. C'est plus simple, ça permet de les consommer plus rapidement. C'est ce que je fais de temps en temps, j'achète des mélanges d'huile, avec ces différentes huiles-là, mais
Finalement, ce que j'aime bien faire, hormis pour l'huile de cameline que parfois j'achète seule, c'est de consommer les noix, le chanvre et le lin sous leur forme entière, de consommer, c'est-à-dire de consommer des noix de Grenoble, des noix de pécan, de consommer des graines de chanvre décortiquées, de consommer des graines de lin que je vais broyer minutes quand j'en ai besoin. Comme l'aliment est encore entier, les acides gras sont encore protégés dans l'aliment, ça évite que ça s'oxyde prématurément. Maintenant, à vous de voir ce qui est le plus simple ou ce que vous préférez faire. La septième huile dont je voulais vous parler, c'est l'huile de colza. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a 2 types de colza, d'huile de colza. Il y a l'huile de colza classique qui est très raffinée, qu'on trouve, dans n'importe quel supermarché. S'il y a marqué huile de colza, c'est une huile raffinée qui n'a plus de propriétés nutritionnelles et malheureusement, c'est celle qui est utilisée dans certains restaurants ou dans des préparations industrielles, des biscuits, des gâteaux. Si vous voyez huile de colza derrière dans les ingrédients, c'est cette huile-là qui est utilisée parce qu'elle est très bon marché et aussi elle a presque plus de goût ni d'odeur. Celle-là, elle est pas vraiment intéressante, il vaut mieux la fuir. Par contre, il y a l'huile vierge de colza bio, première pression à froid, qui celle-là est vraiment intéressante puisqu'elle est riche en oméga 3 et en oméga 6. Alors à ne pas chauffer et à utiliser uniquement comme assaisonnement, mais ça peut être aussi une bonne alternative un peu pour varier. Huitième huile, c'est l'huile de tournesol. Comme le colza, il existe 2 formes, attention. Il y a la forme de tournesol classique, ça c'est celle qu'on peut retrouver dans n'importe quel supermarché. Celle quand vous voyez huile de tournesol dans les ingrédients de biscuits, de préparation, c'est celle-là. Alors l'huile de tournesol classique, c'est pas qu'elle soit mauvaise pour la santé si vous prenez une bonne, qualité. Donc c'est-à-dire une huile de tournesol qui soit vierge, bio, dans une bouteille en verre. Attention, si vous utilisez l'huile de tournesol dans cette bouteille en plastique jaune là, ça c'est horrible. Vraiment, n'utilisez pas ça. Donc en soi, si vous prenez une bonne qualité d'huile de tournesol classique, pourquoi pas, mais maintenant, je vois pas trop l'intérêt puisque c'est une huile qui contient quand même beaucoup d'oméga 6 alors qu'on en a déjà trop en général dans notre alimentation par rapport aux oméga 3. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller acheter de l'huile de tournesol classique. Manger des graines de tournesol, ce sera bien mieux. Maintenant, il existe aussi l'huile de tournesol oléique. Celle-ci, c'est une forme qui se développe de plus en plus depuis quelques années parce que ça vient d'une autre variété de tournesol qui contient justement beaucoup plus d'acide oléique. L'acide oléique, c'est ces oméga 9 qu'on retrouve notamment dans l'huile d'olive dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont vraiment cet effet protecteur et qui vont être aussi plus résistants à la cuisson. On va en parler juste après. Et l'huile de tournesol en soi est riche aussi en vitamine E et ça peut être intéressant, comme je le disais avec l'huile de cameline, pour, protéger des effets, délétères du soleil, des effets oxydants. Neuvième huile, c'est l'huile d'avocat. Alors elle est riche en oméga 9 comme l'huile d'olive. C'est cet acide oléique là dont je parlais qui est, très, protecteur, très bénéfique pour la santé. Elle peut être utilisée pour la cuisson, même si vous allez voir juste après que c'est pas forcément la meilleure huile recommandée pour la cuisson, mais en tout cas, elle peut être utilisée pour ça et vous pouvez la consommer soit sous forme d'huile, soit manger des avocats tels quels, encore une fois. Leur forme entière, c'est très bien aussi, parfois même mieux. Et pour terminer ce tour d'horizon des huiles en cuisine, alors ce ne sont pas des huiles, mais ce sont des matières grasses qu'on peut utiliser quand même en cuisine. Je voulais mentionner les matières grasses animales, le beurre et le ghee notamment, et les autres graisses animales de canard, etc., qui sont des graisses saturées. Et donc, comme ce sont des graisses saturées, elles sont assez stables à la cuisson et c'est pour ça qu'on les a recommandées pendant longtemps. Encore aujourd'hui, hein, on dit que c'est les meilleures graisses pour la cuisson. Malheureusement, alors le beurre, c'est pas tout à fait vrai parce que le beurre a un point de fumée de 120 degrés qui est quand même assez bas. Donc, c'est pas la meilleure matière grasse pour la cuisson et malheureusement, beaucoup de personnes font cette erreur de mettre du beurre dans leur poêle pour faire cuire leur steak et le font beaucoup trop chauffer, beaucoup trop fumer. Et là, pareil, ça rancit. Donc personnellement, je préfère ne pas utiliser, le beurre en cuisson, sauf pour les gâteaux faits maison, par exemple. Mais, je préfère acheter un bon beurre bio au lait cru, que je vais manger cru sur du pain pour bénéficier de ses bienfaits, puisque le beurre, il est riche en vitamine A, en vitamine E aussi et en acides gras saturés et en cholestérol. Pour les personnes qui manquent de cholestérol, comme c'est mon cas, qui ont tendance à avoir un cholestérol assez bas, ça peut être intéressant d'ajouter un peu de beurre dans son alimentation. Et deuxième forme du beurre que j'ai mentionné qui peut être très intéressante en cuisine, c'est le ghee. Si vous ne connaissez pas, c'est le beurre clarifié. C'est une forme de beurre qui est très utilisée en cuisine indienne parce qu'il est très stable à la cuisson. C'est un beurre qu'on va porter à ébullition de manière très lente pour enlever les protéines du lait, c'est-à-dire la caséine, et le sucre du lait, le lactose. Du coup, ça permet à des personnes qui tolèrent pas bien les produits laitiers et pas bien le beurre de bien tolérer le ghee et d'avoir quand même les acides gras saturés et le cholestérol, mais aussi la vitamine A et la vitamine E du beurre,
sans les inconvénients digestifs. En plus, c'est très facile à faire à la maison et vous pouvez le conserver plusieurs mois à température ambiante dans un bocal en verre. Et dernière forme de graisse animale que vous pouvez utiliser, c'est par exemple les graisses de canard que vous pouvez utiliser à la cuisson puisque ce sont des graisses saturées qui sont très stables et elles sont aussi riches en cholestérol. Voilà, donc si vous cherchez à monter votre cholestérol, vous pouvez utiliser de la graisse de canard pour la cuisson. Et pour terminer cet épisode, je voulais vous parler spécifiquement de la cuisson. Alors j'ai mentionné pour les huiles que j'ai évoquées lesquelles pouvaient être chauffées ou non, mais je voulais faire un focus particulier sur la cuisson parce que pendant longtemps, on a regardé le point de fumée des huiles pour déterminer quelles étaient les meilleures huiles pour la cuisson justement. C'est quoi le point de fumée? C'est la température à laquelle une huile ou une matière grasse va commencer à fumer quand elle est chauffée. Et on estimait qu'à partir de cette température-là, cette huile, donc les huiles ou les matières grasses changeaient de goût, mais aussi de composition et produisaient des composés toxiques. Et c'est à partir de ce point de fumée-là, qui a été étudié pour différentes huiles et différentes matières grasses, qu'on a recommandé pour la cuisson et la friture de consommer plutôt de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol ou de l'huile de palme, qui ont des points de fumée très élevés. Mais on s'est rendu compte et on sait aujourd'hui que le point de fumée, c'est pas un critère qui est suffisant parce que c'est pas parce qu'une huile ne fume pas qu'elle ne se dégrade pas et qu'elle ne produit pas de composés toxiques. C'est pour ça qu'au-delà du point de fumée, ce qui est important de prendre en compte pour la cuisson, c'est aussi le type de matière grasse que c'est. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous mentionnais les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés ou saturés. Alors, c'est un peu technique, mais ça a son importance parce que les acides gras polyinsaturés, c'est tout ce qui est oméga 6, oméga 3 notamment, ce sont des chaînes d'acides gras qui sont reliées entre eux par des liaisons. Et dans les acides gras polyinsaturés, ces liaisons sont assez fragiles. Donc, quand les acides gras vont être exposés aux trois éléments qui peuvent dégrader une matière grasse, c'est-à-dire la lumière, la température ou l'oxygène, ces liaisons ont tendance à casser très facilement et cette matière grasse est dénaturée. Maintenant, les acides gras monoinsaturés, tout ce qui est oméga 9, les liaisons entre les acides gras sont quand même beaucoup plus résistantes et les acides gras saturés sont encore plus résistantes à ces trois éléments, la lumière, la température et l'oxygène. Donc pour la cuisson, les matières grasses qui sont recommandées finalement, c'est les acides gras saturés et c'est ce qu'on recommande depuis longtemps, c'est-à-dire l'huile de coco, le ghee, les graisses animales de canard par exemple. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément uniquement les acides gras saturés qui peuvent être utilisés pour la cuisson, puisque des nouvelles études montrent que finalement l'huile d'olive extra vierge de qualité, donc celle dont je vous parlais au début, ma favorite, finalement serait la meilleure huile pour cuisiner et même pour frire, alors que c'était pas du tout une huile qu'on recommandait pour la friture. De toute façon, de manière générale, je vous recommande pas forcément la friture, mais si on veut le faire de temps en temps, on sait aujourd'hui que l'huile d'olive extra vierge de qualité est possible et compatible avec la friture. Jusqu'à présent, on recommandait pas l'huile d'olive extra vierge pour la friture justement parce qu'elle avait un point de fumée relativement bas, alors 205 degrés quand même, par rapport à d'autres huiles comme l'huile d'arachide 225 degrés, l'huile de tournesol 255, l'huile de soja 242 ou l'huile de palme 227 degrés. Et on pensait qu'un point de fumée bas, ça signifiait que les graisses allaient s'oxyder au-delà de ce point de fumée. Mais le point de fumée, finalement, c'est pas un indicateur précis de la performance et de la stabilité de l'huile. Et l'huile d'olive extra vierge, aujourd'hui, elle est vraiment décrite comme la meilleure huile pour la friture parce qu'elle est riche en acides gras monoinsaturés et elle est pauvre en acides gras polyinsaturés. Donc, c'est composé, les fameux acides gras polyinsaturés dont je vous parlais, avec ces chaînes-là qui vont casser très facilement. Finalement, l'huile d'olive, elle en a très peu. Elle en contient très peu par rapport à d'autres huiles. Et elle a beaucoup d'acides gras monoinsaturés, donc qui sont très intéressants pour la santé et qui sont beaucoup plus résistants à la chaleur. Et aussi, ce qui fait que l'huile d'olive extra vierge, elle est indiquée pour la cuisson et même pour la friture, c'est parce qu'elle est riche en composés antioxydants, ces polyphénols dont je vous parlais au début, et que ces polyphénols vont exercer un effet protecteur contre la dégradation qui peut survenir au cours de la cuisson. Donc finalement, c'est vraiment les principes actifs de l'huile d'olive qui vont protéger de l'oxydation des acides gras et des vitamines aussi, et qui vont diminuer la formation de composés toxiques. Et ça, c'est une étude en particulier qui l'a montré. Je vous mettrai le lien de l'étude dans les notes de l'épisode. Mais je voulais vous citer un petit passage et vous expliquer comment a été fait l'étude. En fait, l'huile d'olive extra vierge et d'autres huiles de cuisson courantes ont été chauffées à 240 degrés et exposées à 180 degrés pendant 6 heures. Des échantillons ont été évalués à différents moments en testant le point de fumée, la stabilité oxydative, les acides gras libres, les composés polaires, les profils d'acides gras et les coefficients UV.
L'huile d'olive a produit de faibles niveaux de composés polaires et de sous-produits d'oxydation, contrairement aux niveaux élevés de sous-produits générés par des huiles telles que l'huile de colza. Le profil des acides gras de l'huile d'olive extra vierge et sa teneur en antioxydants naturels ont permis à l'huile de rester stable lorsqu'elle est chauffée, contrairement aux huiles à forte teneur en graisses polyinsaturées qui se dégradent plus facilement. Cette étude révèle que dans les conditions utilisées dans l'étude, le point de fumée ne permet pas de prédire la performance de l'huile lorsqu'elle est chauffée. La stabilité oxydative et les coefficients UV sont de meilleurs prédicteurs lorsqu'ils sont combinés à la teneur totale en acides gras polyinsaturés. De toutes les huiles testées, l'huile d'olive extra vierge s'est avérée être l'huile qui a produit le plus faible niveau de composés polaires après avoir été chauffée, suivie de près par l'huile de noix de coco. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon des matières grasses, des huiles vous aura aidé à y voir plus clair. Conclusion, finalement, si vous voulez utiliser une seule huile en cuisine, tournez-vous vers une huile d'olive extra vierge de qualité et ça peut faire vraiment toutes les utilisations. Maintenant, je vous conseille pas de chauffer vos aliments à trop haute température, surtout tout ce qui est amidon, donc pain, pâtes, pommes de terre, et cetera. Tout ça, ça va si vous le chauffez à trop haute température et que vous créez une croûte, donc quand vous faites du pain au four, des gâteaux, vous faites de la friture, des frites, et cetera, ça crée une croûte autour de l'aliment. Tout ça, en fait, c'est des substances qui sont cancérigènes, qui créent de l'acrylamide et je vous conseille pas d'en manger trop souvent. Exceptionnellement, pas de problème, mais si ça fait partie de votre alimentation, hebdomadaire, quasi quotidienne, vraiment, c'est pas terrible pour la santé. Et si vous avez envie de varier et de temps en temps utiliser d'autres huiles aussi ou des matières grasses animales qui sont saturées, par exemple pour faire monter votre cholestérol, vous avez le choix et maintenant, tout ça n'a plus de secret pour vous. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.